À la fin du XIXe siècle, on commençait d'avoir des connaissances sur la localisation de certaines fonctions psychiques dans le cerveau. Paul Broca avait déjà bien identifié les aires responsables de la formulation du langage, alors que Carl Wernicke avait lui identifié la zone du cerveau responsable de la compréhension de celui-ci. D'autres scientifiques avaient, eux, identifié les aires cérébrales responsables de la perception auditive ou visuelle. Mais même si ces connaissances nous laissaient penser que les souvenirs pouvaient être localisés dans des endroits bien spécifiques du cerveau, on ne savait toujours pas comment ceux-ci étaient stockés dans ces aires cérébrales. Un groupe de scientifiques eurent néanmoins des idées particulièrement intéressantes à cette époque pour nous avancer sur ce sujet. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes content du contenu et bien sûr à me laisser des commentaires en bas. Merci. C'est un groupe de théoriciens rassemblés sous l'étiquette de mental physiologists, les physiologistes mentaux si vous voulez en français, qu'on doit à la fin du 19e siècle les idées les plus avancées sur nos processus de mémorisation. Une publication en 1870 du physiologiste allemand Ewald Hering eut en particulier une forte influence sur ce courant de pensée. Hering soutenait l'idée que la matière organique présente en effet une prédisposition à conserver et à reproduire les stimuli, comme un muscle qui a subi un entraînement est capable d'augmenter de volume et de faciliter la répétition d'un mouvement donné. Selon Hering, la mémoire humaine serait une manifestation de cette propriété de la matière organique et en particulier de la matière cérébrale. Cette hypothèse fut reprise par d'autres auteurs de l'école de Mental Physiology, tels que Maudsley et Carpenter en Angleterre ou Théodule Ribot en France. Pour eux, c'est par le biais de l'activité nerveuse que s'opère le traitement de l'expérience au sein du cerveau. Dès la fin du XVIIIe siècle, en effet, François Magendie en France et Charles Bell en Angleterre avaient très bien montré que sous l'effet de processus chimiques, le système nerveux véhicule des impulsions électriques. Néanmoins, le cerveau restait à cette époque considéré comme un amas de fibres enchevêtrées les unes dans les autres, et c'est seulement à la fin du XIXe siècle, grâce à des nouvelles techniques de microscopie et de coloration mises au point, notamment par l'italien Camillo Golgi, que Santiago Ramón y Cajal, un neuroanatomiste espagnol, révéla dans cet enchevêtrement de fibres des extrémités libres et donc l'existence de cellules bien identifiées, mais aussi bien diversifiées au prolongement extrêmement ravifié que quelques années plus tard, l'allemand William Waldeyer appellera neurones. Les disciples de la mental physiology étaient au courant de ces avancées sur les connaissances de notre cerveau et savaient donc que l'activité des neurones était de nature électrique. Pour eux, les stimuli se propageraient donc de neurone en neurone au travers d'une excitation qui se déplace. Au passage du stimulus, le neurone subirait une modification qui le rendrait plus sensible à son activation ultérieure. En outre, ces neurones seraient organisés en circuits qui constitueraient les bases physiologiques de notre rétention des informations. La réactivation d'une même voie neuronale provoquerait le rappel de l'expérience initiale. Si la stimulation provient d'une voie extérieure au cerveau, par exemple comme ici par le canal visuel, on parle alors de reconnaissance. Au contraire, une stimulation à l'intérieur du cerveau induit, lui, le souvenir. Dans ces deux cas, néanmoins, le principe de base reste le même et serait que l'expérience produit dans le cerveau une empreinte électrique qui serait réactivée dans le souvenir
ou la reconnaissance. À travers cette théorie se trouvait suggérée une explication du phénomène d'association. En effet, notre mémoire si complexe est le résultat d'associations que nous faisons entre différentes choses. Pour le bébé qui vient de naître, ça commence par exemple par l'association entre le visage et la voix de sa maman. Inspiré par les nouvelles découvertes de son temps, William James, lui-même physiologiste, faisait du cerveau l'équivalent d'un grand commutateur de centrale téléphonique, un appareil permettant justement d'établir des communications entre éléments distants les uns des autres. James proposait ainsi que quand deux processus cérébraux élémentaires ont été en activité l'un en même temps que l'autre, ou l'un immédiatement après l'autre, le premier qui revient tend à communiquer son excitation à l'autre. James formula cette loi en prenant en compte les propriétés biologiques des cellules nerveuses. Pour James, la probabilité d'une impulsion de suivre un certain trajet est fonction du nombre de fois que cette impulsion a suivi précédemment ce trajet et de l'intensité de la stimulation. Dans le cas présent, le trajet suivi aboutit au rappel spécifique de l'association Paris égale Tour Eiffel, tandis que d'autres neurones non impliqués dans cette association restent silencieux au rappel de celle-ci. Cette même idée était défendue par d'autres scientifiques tels que le français Jean-Marie Guyot, qui comparait notre cerveau à un phonographe, une invention qui faisait son apparition à la fin du 19e siècle. Guyot proposait que les impressions gravent dans les cellules nerveuses d'invisibles lignes qui forment les lits des courants nerveux. Les excitations ultérieures suivront de nouveau le cours de ces lits et reproduiront la perception ou la pensée ayant abouti à leur formation, comme l'aiguille du phonographe parcourt le sillon qu'elle a elle-même creusé auparavant. Ces étroites correspondances se situaient dans la droite ligne de la mental physiology, une école qui allait néanmoins bientôt disparaître. En effet, à la fin du 19e siècle, le fonctionnement du cerveau paraissait bien trop compliqué à étudier pour certains, et pendant plusieurs années, les psychologues ont préféré voir le cerveau comme une boîte noire insondable, préférant étudier la fonction mémoire plutôt que son substrat biologique.